Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Mais bien sûr que c'est signé d'Alain Foka. Bienvenue dans Minute d'Actu, mesdames et messieurs, les titres. Sommet des trois bassins, ce qu'il faut retenir sous les 3 jours. Dans Que dit la presse, Franche Ramat nous parlera de l'affaire des 6,9 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo. Quand, dans la rubrique découverte, nous recevrons Duvalier Loutadila qui nous parlera de la reprise de l'émission À la rencontre de l'être. Et puis enfin, notre cliché du jour est un symbole, implanté en plein cœur de Brazzaville, un char pour être précis, sous lequel nous nous promettions amour. Mesdames, Messieurs, bonne consommation. Je le disais en titre, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, a abrité du 26 au 28 octobre le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux de la planète, Amazonie, Congo, Bornéo-Mékong en Asie du Sud-Est. 3 grands bassins qui représentent pas moins de 80% de la végétation mondiale et environ 3/4 de sa biodiversité. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et initiateur de ce grand rendez-vous, sur son importance. La définition d'un schéma de gouvernance dans le cadre d'un nouveau multilatéralisme à travers un accord de coopération en vue d'une alliance mondiale des 3 bassins. La mise en œuvre d'un plaidoyer commun sur la base d'une stratégie commune pour anticiper et préparer les requêtes de financement auprès des mécanismes existants et à venir. La signature des conventions de financement avec les bailleurs de fonds, la philanthropie mondiale et le secteur privé. La coordination d'une plateforme de coopération scientifique et technique sous-régionale et intercontinentale pour renforcer les capacités des 3 bassins. L'établissement d'une gouvernance mondiale efficace pour gérer les enjeux environnementaux et climatiques à l'échelle planétaire. Le développement d'une stratégie commune pour stimuler des projets d'investissement en vue de lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. À l'instar du président Lula da Silva du Brésil et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui n'ont pu faire le déplacement de Brazzaville, intervenant par visioconférence, Emmanuel Macron, le président français, a salué l'initiative avant d'annoncer ce qui suit. Nous avons promis un fonds d'amorçage pour les pays qui en expriment le besoin. Ce fonds est désormais opérationnel. Nous avons promis de réformer le marché des crédits carbone pour mieux prendre en compte la valeur des stocks de biodiversité. Une task force internationale a été lancée et nous donnera son rapport à la COP28. Sur tous ces sujets, la France sera au rendez-vous parce que nous croyons à l'efficacité du multilatéralisme pour sauvegarder nos biens communs, mais aussi parce que la France est elle-même un pays forestier en métropole et en particulier en Amazonie avec la Guyane, et qu'elle a tout à gagner de ces nouveaux partenariats. Pour Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ce sommet tombe à point nommé puisqu'il vient soulever une réflexion qui a lieu d'être évoquée à un paquet de mois de la COP28. Félix Tshisekedi. De réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout d'entrevoir la possibilité d'adoption d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, bien que la grande messe sur le climat approche à grands pas, ce sommet, appelé communément de nos vœux,
consiste plutôt en une opportunité, en même temps qu'en un défi inouï au vu de cette caractéristique que nous avons en partage, celle d'abriter sur nos territoires respectifs les 3 plus grands massifs forestiers tropicaux de notre planète. À cet égard, et face aux grands défis du réchauffement climatique pour lequel nos forêts sont mises à contribution pour la sauvegarde de l'humanité, il nous revient par cette occasion de passer en revue les possibilités d'établissement de synergies et d'adoption de stratégies communes visant à nous rendre davantage audibles et de renforcer notre contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique et face à la perte érosive de la biodiversité. Pour rappel, au moins 10 chefs d'État du continent, on peut citer la République démocratique du Congo, le Burundi, la Centrafrique, les Comores, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Kenya, Sao Tomé et Principe ont répondu présents à ce sommet. La Colombie et le Venezuela ont quant à eux délégué respectivement leur ministre des Relations extérieures et celui des Affaires étrangères. De la capitale politique à la capitale économique, il n'y a que la nationale numéro 1 qui sépare. Pointe-Noire, nous y sommes de plein pied, qui, du 31 juillet au 1er août 2023, abritait un atelier dit de consultation locale afin de mieux intégrer dans la gouvernance du département les 14 objectifs de développement durable retenus par le gouvernement congolais. 3 mois plus tard, les différents acteurs se réunissaient à nouveau, mais cette fois-ci pour valider le rapport de l'examen local volontaire élaboré précédemment. Jean-Pascal Koumba, secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire. L'atelier de validation du rapport de l'examen local volontaire, VLR, auquel nous sommes invités à donner le meilleur de nous-mêmes ce jour, jeudi 2 novembre 2023, s'inscrit dans l'impératif de localiser les ODD dans l'espace de la commune de Pointe-Noire, dans la démarche d'un avenir durable et inclusif. Le rapport de l'examen local volontaire, VLR, de la ville de Pointe-Noire, doit être validé par toutes les parties prenantes. Il faut progressivement arrimer le pays à l'agenda 2030 des Nations Unies. Mais la participation locale est essentielle, affirme le représentant, sinon la représentante du coordonnateur résident des Nations Unies au Congo. On la suit. Comme l'a souligné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la participation locale est essentielle pour la décennie d'action. En effet, le temps presse d'ici 2030, car il ne nous reste plus que 7 ans pour matérialiser nos ambitions. Je voudrais souligner que notre rassemblement aujourd'hui n'est pas une simple formalité, c'est une affirmation claire de notre engagement conjoint. Hors de nos frontières à présent, selon le rapport de 2023 de l'Action mondiale pour le développement durable, le Libéria est en train de perdre une génération entière à cause de la toxicomanie. La capitale Monrovia compte à elle seule plus de 800 centres de déconsommation de drogue et environ 100 000 toxicomanes. Une ancienne génération d'enfants soldats réhabilités s'est jointe à la lutte contre la drogue en utilisant une approche de thérapie comportementale. C'est Manu Torse pour VOA Afrique. Le long de la rivière Du à Monrovia se trouve une communauté d'environ 150 jeunes connus pour la consommation et la vente de drogue illicite. Ceux qui vivent ici appellent le quartier Aboulé City et disent que c'est un havre de paix pour les chômeurs et autres personnes frustrées. Bénédicte Souza est un habitant et un leader de la communauté. Il explique que le chômage au Libéria a poussé de nombreux jeunes au désespoir. Beaucoup ont recours à la drogue pour s'en sortir. Aboulé regroupe toutes sortes de pratiques. On y trouve des consommateurs d'alcool, on y trouve des consommateurs de drogue, on y trouve des consommateurs de cigarettes, on y trouve des consommateurs d'opium, on y trouve des consommateurs de couches, tout le monde.
Suza explique que si le chômage au Libéria a poussé certains jeunes à commettre des crimes violents, des communautés comme Aboulé City offrent une sorte de protection à ceux qui y vivent. Nous ne permettons pas aux intrus, en particulier les criminels, de venir parmi nous parce que les habitants de la communauté se reposent sur nous. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il s'agit de substances difficiles que nous ne sommes pas censés faire, mais en raison de la situation actuelle, nous le faisons. Mais malgré tout, il y a d'autres choses que nous faisons et nous savons que nous ne sommes pas de mauvaises personnes et que nous ne le serons jamais. Un rapport de 2023 de l'Action mondiale pour le développement durable indique qu'il existe 866 ghettos comme Aboulé City dans la seule capitale du Libéria. Le rapport estime qu'environ 100 000 jeunes à Monrovia ont des problèmes liés à la toxicomanie. Les défenseurs des droits de l'homme affirment que la guerre civile qui a sévi pendant 14 ans au Libéria dans les années 1990 et au début des années 2000 est à l'origine de cette épidémie. Depuis la fin de la guerre civile, la question des drogues a commencé à se poser dans le pays. Au début, ce sont les seigneurs de la guerre qui s'en occupaient. Il est donné aux combattants pour qu'ils soient plus courageux sur la ligne de front. Parce que, jusqu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas retrouver leur esprit. Il leur donne le courage de se battre. Après la guerre, c'est devenu un commerce important au Libéria. Le Network for Empowerment Progressive Initiatives est une organisation à but non lucratif financée par des donateurs qui a utilisé des thérapies traumatiques et des thérapies cognitives et comportementales, TTC, pour aider plus de 500 anciens enfants soldats à s'adapter à la société après la guerre civile. Certains portent des armes. Il y en a qui, à cause de l'abus de drogue, veulent maintenir ce statut et sont devenus des voleurs à main armée. Donc, sur la base de nos entretiens, nous essayons de nous occuper de ceux qui constituent un plus grand pour la communauté. Toxicomanes sont admis dans le programme pour 8 semaines où ils reçoivent des conseils et des thérapies qui incluent une formation aux compétences de vie et un soutien à la réinstallation. 314 jeunes toxicomanes sont diplômés de la première promotion de NEPI en août. Ils ont reçu un soutien financier pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Avec le soutien d'anciens enfants soldats volontaires, ils espèrent s'attaquer à la toxicomanie au Libéria au fur et à mesure des graduations. La polémique ne faiblit pas au Sénégal après que des jeunes ont déterré et brûlé le cadavre d'un présumé homosexuel à Kaolack, dans le centre du pays. Alors que des personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête ouverte par le procureur, les Sénégalais ne cachent pas leur amertume. À Dakar, Wayani Johnson Sambou pour VOA Afrique. Sur ces images qui circulent sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier, on voit des jeunes déchaînés prendre d'assaut un cimetière. Sur ces autres séquences, on les voit autour du corps en feu, proférant des injures et exultant comme pour célébrer un trophée de guerre. Des scènes qui continuent encore de choquer les Sénégalais. C'est à la fois horrible et inacceptable. C'est un acte que je condamne fermement. Je ne comprends pas comment un être humain peut exhumer un corps et le profaner ainsi. C'est franchement inhumain. Un musulman ne doit pas se comporter ainsi. Il doit prêcher le bien et réfléchir avant d'agir. Moi, je pense que c'est une chose qu'on ne peut pas, en tant que Sénégalais, qu'on ne peut pas accepter, quoi. À ce moment-là, je pense que chaque être humain a sa dignité. Donc on doit garder la dignité de tous les Sénégalais, quoi. L'enquête ouverte par le procureur de la République s'est soldée par l'arrestation d'au moins 4 personnes. Elles sont poursuivies pour violation et profanation de tombes et de cadavres et encourent de très lourdes peines de prison. Pour vous dire combien l'acte a choqué la réaction du calife de Léona Niassène où se sont déroulés les événements dans un pays à majorité musulmane et foncièrement contre l'homosexualité, voire une autorité musulmane condamner la profanation d'un cadavre, ne serait-ce que celui d'un homosexuel, interpelle. Pour lui, comme pour la plupart des Sénégalais, cet acte ne répond à aucun fondement religieux, encore moins humain. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar. Que dit la presse à présent? Franche Amat, que doit-on savoir sur l'affaire des 6,9 millions de déplacés internes au Nord Kivu? C'est très exact. Le regain de violence dans l'Est de la République démocratique du Congo suscite l'inquiétude. Lundi 30 octobre, nous affirme Le Monde,
l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé dans un communiqué que 6,9 millions de personnes étaient actuellement déplacées à l'intérieur du pays, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. L'agence ajoute qu'une grande majorité de ces personnes ont besoin d'aide humanitaire. Les combats se sont intensifiés depuis le début d'octobre au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, entre la rébellion du mouvement du 23 mars d'une part, les forces armées de la RDC, FARDC, et des groupes armés dits patriotes d'autre part. Principale raison de ces déplacements, précise l'OIM par presseafrique.com, ce sont les violences. L'Est de la République démocratique du Congo connaît des crises depuis près de 3 décennies. Rien que dans le Nord Kivu, près d'1 million de personnes ont fui leur foyer en raison des combats. Et puis, Europe 1 d'ajouter qu'à la fin du mois d'octobre, environ 5,6 millions de déplacés de la RDC étaient établis dans les provinces orientales du Nord Kivu, Sud Kivu, d'Ituri et du Tanganyika, selon l'OIM, qui précise que les violences constituent la principale raison de ces déplacements. Pour le seul Nord Kivu, près d'1 million d'habitants ont fui leur foyer en raison des combats impliquant le M23. Et puis, RFI qui nous fait savoir que jusqu'à présent, les chiffres de l'OIM ne concernaient que les provinces touchées par les conflits à l'est du pays. Cette année, pour la première fois, l'organisation onusienne a eu accès aux déplacés de l'ensemble de l'État congolais. Cette nouvelle méthode de calcul a permis de mettre en lumière le déplacement de plus d'1 million de personnes aux alentours, par exemple de Kinshasa dans la province du Kasaï ou celle de Tchopo. Voilà donc l'essentiel de ce qu'on pouvait dire, Yann, en ce qui concerne les 6,9 millions de déplacés là-bas en République démocratique du Congo, un record. Découverte à présent, recevons Duvalier Lutadila, présentateur de l'émission À la rencontre de l'être, qui revient sur NTI Média pour une saison 2. Duvalier Lutadila, bienvenue dans Minute d'Actu. Yann Orion, merci pour l'invitation. À la rencontre de l'être revient pour une saison 2. Quel bilan fais-tu de la première saison et que nous réserve la deuxième? Le bilan est positif. C'est que aujourd'hui, ça me fait plaisir que dans la rue où les amis m'appellent, de chercher des références pour un livre qu'ils ont vu à l'émission. Ce que l'émission vous réserve, c'est que il n'y aura pas seulement des textes des acteurs congolais, on va aussi aller sur les textes d'autres écrivains africains. Qu'est-ce que ça te fait chaque semaine d'aller à la rencontre de ces êtres, entre guillemets, ces hommes de lettres, d'hier et d'aujourd'hui? Je pense surtout à ces monuments, Sony, Outamsi, Lopez, mais aussi la génération d'après. J'imagine que c'est passionnant, n'est-ce pas? Pour moi, c'est un plaisir, un grand honneur de connaître la vie cachée de ces auteurs-là, de ces grands, de ces personnages. Parce que dans la vie normale, souvent, on ne dévoile pas tout, mais c'est à travers les écrits qu'on parle un peu de sa vie personnelle, quoi. Comment se fait le choix des écrivains dans cette émission à la rencontre de l'être? Je lis plusieurs ouvrages, plusieurs livres, et je fais le choix par rapport au contenu. Par rapport au contenu, c'est pas tout le livre que je prends des extraits par rapport au fond, en fait. Mesdames, Messieurs, suivons un extrait de cette émission à la rencontre de l'être. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est chiant, mais honte. Il y a une partie théâtralisée dans la lecture, toute la particularité de cette émission. Comment tu la prépares spécialement, cette partie, je vais dire? C'est un travail, c'est un travail. Je suis comédien à la base. Je suis comédien et je travaille comme je vais utiliser un peu le langage de tous les jours. Je répète à la maison. Voilà. À la rencontre de l'être, saison 2, c'est tous les lundis,
mardi et jeudi 18h40 uniquement sur NTI Média. Merci Duvalier Loutadila. Merci à toi et à Nurian et à l'équipe qui sont derrière avec toi. C'est la fin de ce magazine. Prenez soin de vous. On se quitte sur le cliché du jour. Un symbole, un char tagué. Plus jamais ça. Une invite à la prise de conscience, à la mémoire, mieux à la rupture avec une ou contre toute envie de s'affronter, au pire de s'entretuer. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.